Merci de nous recevoir chez vous à cette autre émission du magazine panafricain d'information politique. Dans ce magazine, nous allons parler énormément du Nigeria. C'est vrai que ce pays a occupé pratiquement l'information durant 7 semaines. Mais nous irons aussi en Éthiopie. On a rarement parlé de ce pays, l'Éthiopie. Malgré le fait que ce pays abrite le siège de l'OUA, devenu UA, l'Union africaine. Nous allons parler du Congo, nous allons parler du Togo aussi, nous allons parler de la Côte d'Ivoire et surtout de ce que fait le président du COGEP. Restez les nôtres sur votre chaîne de télévision, vous avez fait le très bon choix. Nous allons au Nigeria et c'est un ballet de chefs d'État que le Nigeria a pratiquement vécu cette semaine parce qu'il y avait l'investiture du président de la République fédérale, République du Nigeria, le tout nouveau président élu. À cette occasion, le Nigeria qui a vécu, comme je le disais tantôt, un ballet de chefs d'État pour l'investiture du nouveau président élu de la République du Nigeria, son Excellence Bola Ahmed Tinubu. Le président de la République congolaise, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, y a pris part au Nigeria à Abuja. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a été accueilli à sa descente de l'avion à l'aéroport international d'Abuja par le secrétaire général du ministère de l'Aviation civile du Nigeria. Remise du bouquet de fleurs, salutations du corps constitué, l'exécution des hymnes nationaux du Congo ainsi que du Nigeria, s'en est suivi les honneurs militaires. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, entame ce dimanche 28 mai 2023 une visite de travail de 48 heures au Nigeria. Il répond à cet effet à une invitation des autorités nigérianes. Il participera à la cérémonie d'investiture de M. Bola Ahmed Tinubu, élu lors du scrutin du 25 février 2023. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, est accompagné de 2 membres du gouvernement pour mettre à profit son séjour nigérian et nouer et renouer le contact avec certains hommes d'affaires nigérians. Il est bien de signaler que ces 2 pays ont tenu leur première réunion de coopération économique et bilatérale à Abuja en 2001, une réunion qui a été suivie de celle organisée à Brazzaville en 2007, ce qui a amené les hommes d'affaires et autres commerçants nigérians à s'installer à Brazzaville ainsi qu'à Pointe-Noire. Sur le plan multilatéral, le Congo et le Nigeria font partie des 5 pays qui ont signé le 3 juillet 2001 le traité portant création de la Commission du Golfe de Guinée à Libreville au Gabon. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir comme ça l'investiture d'un chef d'État, tous ses homologues africains, venir dans cette grande ville, Abuja, qui est la capitale du Nigeria. Le 29 mai 2023, Abuja, la capitale administrative nigériane, a été le cadre de l'investiture du nouveau chef d'État nigérian, avec une présence remarquée de nombreux chefs d'État africains et la présence du président sortant, Muhammadu Buhari. Ces élections présidentielles qui ont plébiscité comme ça le nouveau chef d'État de la République fédérale du Nigeria. Reportage Raoul Sonkwe. Ancien gouverneur de Lagos, centre économique du Nigeria, son Excellence Bola Ahmed Tinubu a presté serment en tant que président du Nigeria ce 29 mai 2023 à Abuja, la capitale. C'était en présence du président sortant Muhammadu Buhari, des milliers de Nigérians et de plusieurs chefs d'État, notamment les présidents Nana Akufo-Addo du Ghana, Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Macky Sall du Sénégal, Idriss Déby Itno du Tchad, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo ou encore Paul Kagame du Rwanda. Il remplace ainsi le président Muhammadu Buhari à la tête du pays qui d'ici 2050 devrait devenir la 3e nation la plus peuplée du monde à égalité avec les États-Unis, après l'Inde et la Chine. Durant son adresse à la nation nigériane, le nouveau président, son Excellence Bola Ahmed Tinubu, de s'appuyer sur les efforts de Muhammadu Buhari pour apporter des dividendes démocratiques aux citoyens dans un pays où les crises sécuritaires meurtrières, la pauvreté généralisée et la faim ont laissé beaucoup de gens frustrés et en colère. Alors que son élection le 25 février 2023 est toujours contestée devant les tribunaux par les partis d'opposition et par de nombreux jeunes Nigérians, son Excellence Bola Tinubu s'est également engagé à réunifier le pays. En tant que président de la République fédérale du Nigeria, je m'acquitterai de mes devoirs et de mes fonctions honnêtement, au mieux de mes capacités fidèlement et conformément à la Constitution, a déclaré son Excellence Tinubu devant le président de la Cour suprême, Olukayode Ayiwola.
lors de sa cérémonie d'investiture. Son Excellence Bola Tinubu devra s'atteler à redresser l'économie du pays. L'un des principaux défis du Nigeria, riche en pétrole, est qu'il échange du brut valant des milliards de dollars contre du carburant importé, en raison des défaillances de ses raffineries, qu'il subventionne ensuite pour son marché. Cette situation a entraîné une énorme perte de revenus et de devises, contribuant à l'explosion de la dette. D'après la Banque mondiale, plus de 80 millions des 215 millions de Nigérians vivent en dessous du seuil de pauvreté. Les Nations Unies ont prévu que plus d'un quart d'entre eux seraient confrontés à un risque élevé d'insécurité alimentaire cette année. Le géant anglophone a beau être l'un des pays les plus dynamiques du continent, notamment grâce à sa florissante industrie culturelle entre Nollywood et Afrobeat, il fait aussi face à une fuite des cerveaux. Surnommé le faiseur de rois ou le parrain, du fait de son immense influence politique, Bola Tinubu avait fait campagne en soulignant que c'était son tour de diriger la première économie du continent. Il avait mis en avant son expérience à la tête de Lagos, locomotive du Nigeria, qu'il a gouverné de 1999 à 2007. Nombreux sont ceux qui affirment que cet habile homme politique et d'affaires a contribué à moderniser et sécuriser la capitale économique de 20 millions d'habitants. Ils espèrent qu'il aura un impact similaire sur le reste du pays. Nous restons toujours au Nigeria. Vous savez que nous, en Afrique, on a l'habitude toujours de festoyer. Après avoir reçu tout ce beau monde dans ce stade plein comme un œuf, il a fallu le soir accorder un gala. Et un gala a été organisé à l'honneur du président sortant, à savoir Muhammadu Buhari. Et à cette occasion, le président de la transition tchadienne y a été. Le président de la transition tchadienne, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a participé au dîner en l'honneur de l'ancien président du Nigeria, Muhammadu Buhari. Le palais présidentiel du Nigeria a servi de cadre à cette soirée en présence des diplomates et personnalités politiques nigérianes et étrangères. C'est dans ce palais présidentiel où il y avait presque un gotha de personnalités, des diplomates nationaux et des pays étrangers. Bref, du beau monde, comme pour dire tout simplement, en Afrique, nous savons fêter un gala qui a été haut en couleur pour tous les convives. Reportage Charlotte Abdoulaye. Quelques heures après son arrivée à Abuja, capitale de la République fédérale du Nigeria, le président de transition, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a pris part au dîner organisé en l'honneur du président sortant du Nigeria, Muhammadu Buhari. C'est au cours d'une cérémonie riche en émotions, reconnaissance et bilan. C'est au bout de 2 mandats qui ont duré 8 années, le maximum autorisé par la constitution nigériane, Muhammadu Buhari cède le pouvoir à son successeur Bola Ahmed Tinubu ce 29 mai 2023. Pour marquer sa dernière nuit en tant que président de la République fédérale du Nigeria, Muhammadu Buhari a choisi de communier avec ses pairs dont la collaboration et le soutien ont permis l'aboutissement heureux de son règne. C'est le palais présidentiel qui a accueilli ce moment de communion en présence de plusieurs personnalités politiques nigérianes et étrangères, de premier plan et des diplomates, au rang desquels le président de la République du Tchad, général Mahamat Idriss Déby Itno. Moment de communion et de reconnaissance, mais aussi de passage en revue de ses 8 années à la tête du Nigeria. Dans son allocution prononcée pour l'occasion, le président Muhammadu Buhari a dressé le bilan de son règne, célébrant un Nigeria meilleur et bien plus fort qu'auparavant. De la diversification de l'économie à l'accélération de la croissance, en passant par la création des emplois et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le président sortant a insisté sur les progrès accomplis. Muhammadu Buhari a également salué les relations bilatérales et multilatérales avec les partenaires du Nigeria, avant d'exprimer sa confiance dans leur continuité. Il a souligné l'importance de la stabilité régionale et la coopération à tous les niveaux pour relever les défis communs. Pour son successeur, Bola Ahmed Tinubu, il faut renforcer et diversifier les liens de coopération avec les différents pays. Ces efforts conjoints sont essentiels, promouvoir la stabilité, la sécurité et le développement régional, a-t-il indiqué. En quittant ce dîner, le président de la République, le général Mahamat Idriss Déby Itno, a exprimé toute sa gratitude envers le président Muhammadu Buhari pour son hospitalité chaleureuse et sa confiance en un avenir prometteur pour les relations entre le Tchad et le Nigeria. Des liens qui serviront de base solide pour une coopération mutuellement bénéfique, a laissé entendre le chef de l'État. Nous allons quitter un temps soit peu le Nigeria, puisque je disais tantôt que cette semaine, l'information a été surtout condensée sur le Nigeria, parce que l'investiture a vu, comme je disais tantôt, un balai de chefs d'État. Nous quittons un peu le Nigeria
Pour l'Éthiopie, c'est vrai que c'est un peu très rare que nous parlons de ce pays qui est marqué surtout par sa capitale Addis Abeba où siège l'Union africaine, désormais ex-OUA. Nous allons dans ce pays, l'Éthiopie. L'Éthiopie, qui est située sur la corne de l'Afrique, est un pays enclavé et aride, traversé par la vallée du Grand Rift, avec des découvertes archéologiques remontant à plus de 3 millions d'années. Cette région est riche d'une culture ancestrale. Et cette année 2023 marque les 60 ans de l'Organisation de l'Unité africaine, devenue en 2022 l'Union africaine. Sera-t-elle enfin la voie de l'unité du continent africain, en concrétisant un nouvel esprit du panafricanisme? Les enfants d'Afrique ont tous l'œil rivé sur Addis Abeba. Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, où tous les enfants d'Afrique ont décidé de se poser souvent la question de savoir quand nos chefs d'État y sont. De quoi parle-t-il? Entre un CFA de l'Afrique centrale qui n'est pas accepté en Afrique de l'Ouest, entre un CFA de l'Afrique de l'Ouest qui n'est pas accepté en Afrique centrale, bref, tous ces sujets. Reportage, Charlotte Abdoulaye. L'année 2023 marque les 60 ans de la formation de l'Organisation de l'Unité africaine, née de l'union de 32 États africains le 25 mai 1963. Une structure qui avait pour objectif de tracer la voie à suivre pour l'indépendance totale de l'Afrique. L'OUA s'est ensuite relancée en Union africaine en 2002. Placée en 2023 sous le slogan « Notre Afrique, notre avenir », pour célébrer les 60 ans de l'organisation continentale, l'Union africaine invite tous les Africains citoyens du continent et de la diaspora à se joindre à des activités commémoratives qui reflètent l'esprit du panafricanisme qui a déterminé les actions de nos ancêtres et relie le passé au présent et nos aspirations pour l'avenir de toutes les personnes d'ascendance africaine et pour notre patrie, l'Afrique. Le moment est venu de permettre à la voix de l'Afrique de résonner partout dans le monde. C'est dans ce sens qu'immédiatement après ma prise de fonction à la tête de notre organisation, j'ai pris le relais du plaidoyer que faisait mon prédécesseur pour convaincre nos homologues du G20 de l'impérieuse nécessité pour l'Union africaine de devenir un membre à part entière de cette institution. En 60 ans de l'organisation continentale, l'Union africaine a démontré combien l'Afrique regorge de potentialités humaines, de grandes ressources naturelles et matérielles. Avec la mise en œuvre de la ZLECAf, ces ressources permettront, comme c'est le cas en Éthiopie, de transformer l'Afrique en créant des environnements propices aux investissements internationaux et locaux. L'Éthiopie est la preuve évidente de cette volonté pure d'autosuffisance qui a vu la productivité de notre secteur agricole augmenter en termes de terres cultivées et de production. Les catastrophes naturelles causées par l'homme et les défis auxquels nous avons été confrontés au cours des 2 dernières années ne nous ont pas empêchés de progresser. Animés par un esprit de résilience africaine, nous nous engageons à remodeler le récit de l'Éthiopie et à travers lui celui de l'Afrique. Les changements anticonstitutionnels de pouvoir se sont multipliés au fil des décennies, le terrorisme perdure et par conséquent la paix, la sécurité, la démocratie ainsi que le développement de l'Afrique est menacé dans plusieurs régions du continent. Aux chocs liés aux facteurs classiques de fragilisation, tels que le croissant service de la dette et la chute des prix des matières premières, sont venus s'ajouter les conséquences de l'intensification de la lutte hégémonique entre les grandes puissances. Dans ce contexte international d'affrontement des intérêts géopolitiques divergents, la volonté des uns et des autres menace de transformer l'Afrique en terrain de bataille géostratégique. Ce 60e anniversaire de l'Union africaine replonge l'Afrique dans l'idéologie des pères fondateurs de l'OUA, d'où le thème « Notre Afrique, notre avenir ». L'Union africaine, voie de l'unité du continent africain, entend concrétiser le nouvel esprit du panafricanisme. Après Addis Abeba en Éthiopie, direction Libreville. Cette ville balnéaire, Libreville, où j'ai eu plaisir à me balader comme ça, un tout petit peu dans la baie des Rois, un super projet du visionnaire, le président Ali Bongo Ondimba. On arrive à Libreville pour voir comment est-ce que le Premier ministre de cette république située au cœur même de l'Afrique centrale travaille, veille au grain, écoute les uns, écoute les autres et aussi sa famille politique. Le Premier ministre gabonais, M. Alain-Claude Bilibizé, va à la rencontre des membres du gouvernement et des députés du groupe de la formation politique, le PDG, sa formation politique, à l'Assemblée nationale gabonaise. Mais alors, une rencontre en dehors de l'hémicycle. Pourquoi une rencontre en dehors de l'hémicycle? Pourquoi
Parce qu'entre frères, entre compatriotes, entre personnes d'un même groupe politique, il faut souvent se parler, se dire des choses, écouter les uns, écouter les autres. Le Premier ministre du gouvernement gabonais, son Excellence Alain-Claude Bilibizé, a décidé de faire cette rencontre, comme nous propose ici un reportage de Charlotte Abdoulaye. Le Premier ministre gabonais, M. Alain-Claude Bilibizé, est allé à la rencontre des membres du gouvernement et les députés du groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale. L'objectif était d'avoir des échanges directs et francs hors de l'hémicycle et poser des questions intrinsèques à l'action du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, les députés du Parti démocratique gabonais de la 13e législature ont toujours souhaité avoir des échanges directs avec le gouvernement hors de l'hémicycle, hors de l'Assemblée nationale, afin de pouvoir poser les vrais problèmes inhérents à la bonne action gouvernementale, dans l'intérêt bien compris de la satisfaction du peuple gabonais. Pour sa part, le Premier ministre gabonais, M. Alain-Claude Bilibizé, a rappelé les missions du gouvernement selon les instructions du président de la République du Gabon, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Nous avons reçu du président de la République chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, une feuille de route très claire. Mettre en œuvre et en musique sa vision, sa politique, la traduire en action de terrain. Le but de ces échanges entre le gouvernement et le groupe parlementaire PDG à l'Assemblée nationale avait pour but de faire le point de l'état d'avancement des projets validés par l'Assemblée nationale lors de la célébration de la politique générale de M. Alain-Claude Bilibizé, Premier ministre de la République du Gabon. Et là, nous avions le Gabon rassemblé avec des préoccupations liées à la route, liées au conflit homme-faune, liées à l'accès à l'eau et à l'énergie, mais aussi aux relations entre le gouvernement et le Parlement. Nous avons abordé tous ces sujets de manière sereine, en apportant des réponses, et nous espérons avoir apaisé un certain nombre de préoccupations qu'avaient les députés. Bien qu'un bon nombre d'actions du gouvernement sont en cours de réalisation, pour M. Alain-Claude Bilibizé, Premier ministre de la République du Gabon, ils doivent être orientés en tenant compte de l'avis et des préoccupations des députés de la nation. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir comme ça un Premier ministre qui va à la rencontre des uns et des autres de sa grande famille politique pour écouter et voir et construire exactement ce qu'il faut faire pour le bonheur des Gabonais. Du Gabon, on arrive au Togo. Le Togo, c'est le pays du président Faure Essoncimba-Yacimbe. Le Togo, un pays situé en Afrique de l'Ouest, dans le golfe de Guinée. Il est connu pour ses belles plages bordées de palmiers, comme vous les voyez, et ses villages au sommet des collines. Le 30 mai dernier, le président de la République togolaise, son Excellence Faure Essoncimba-Yacimbe, a accordé une audience au vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Nombreux points ont été évoqués lors de cette rencontre. Reportage Charlotte Abdoulaye. Le président de la République du Togo, son Excellence Faure Essoncimba-Yacimbe, s'est entretenu ce mardi 30 mai 2023 à Lomé avec M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. L'entretien a porté sur la table ronde de haut niveau sur la fertilisation et la santé des sols qui se tient dans la capitale togolaise. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être reçus par son Excellence M. le Président de la République. C'était l'occasion d'échanger autour de la conférence de haut niveau qui aura lieu à partir de demain, ici à Lomé, sur la santé des sols et la problématique des engrais. Vous savez, dans le contexte de la guerre en Ukraine, nous avons vu l'inflation, notamment des produits alimentaires, connaître un niveau sans précédent dans les pays. Et nous avons à cette occasion discuté avec les autorités togolaises, mais également africaines de manière générale, pour voir comment régler le problème de l'accès des agriculteurs à l'engrais de façon durable pour que la production agricole et la productivité dans le secteur de l'agriculture puisse être beaucoup plus forte, de façon à ce que l'Afrique puisse produire et nourrir ses propres populations. Donc c'est une conférence internationale d'une pertinence extraordinaire qui aura lieu ici. J'ai remercié le président du Togo pour son leadership
et pour avoir tenu à organiser cette rencontre. Et je lui ai assuré de l'accompagnement de la Banque mondiale pour la mise en œuvre de toutes les résolutions qui vont sortir de cette conférence-là. Nous avons également eu l'occasion d'échanger autour de notre partenariat avec le Togo, qui est un partenariat très dynamique. Ces derniers mois, il y a beaucoup de nouveaux programmes dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de la protection sociale, dans le domaine de l'éducation, qui ont été préparés par la Banque mondiale avec le gouvernement du Togo et qui vont tous contribuer, n'est-ce pas, au renforcement de la dynamique de développement que nous observons au Togo. Le partenariat entre le Togo et le groupe de la Banque mondiale est marqué ces dernières années par l'accompagnement et le financement des projets prioritaires et des réformes structurelles de la feuille de route gouvernementale à l'horizon 2025. Je disais tantôt que le Nigeria allait occuper une bonne partie de ce programme, ce magazine international qui prône et surtout qui met en exergue ce que font nos chefs d'État et nos grands hommes politiques en Afrique. Parce que l'Afrique, pendant des décennies, pendant de nombreuses années, tu te taxais comme un endroit du monde où rien ne va, où il n'y a que de la misère. Mais non, l'Afrique se porte bien et l'Afrique continuera à bien se porter. Exemple, avec un multimilliardaire nigérian, un quinquagénaire, l'une des plus grandes puissances économiques africaines, le Nigeria, est passé à une vitesse supérieure par le biais d'un de ses fils. Le quinquagénaire, comme je disais tantôt, est homme d'affaires de très haute facture. Le multimilliardaire Dangote fait honneur à l'Afrique au départ de son pays, le Nigeria, avec un de ses récents investissements qui donne le tournis. Pourquoi ? Cette plateforme pétrolière qu'il a bâtie de fond en comble pour permettre à l'Afrique de s'enorgueillir, à l'Afrique d'être pratiquement indépendante sur le plan pétrolier. Reportage Raoul Sonkwe. Inaugurée ce 22 mai 2023 par le président Muhammadu Buhari, la méga raffinerie de l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote, estimée à 20 milliards de dollars, va radicalement révolutionner le secteur pétrolier au Nigeria en particulier et en Afrique de l'Ouest en général. Ce complexe, qui a la capacité de raffiner 650 000 barils de pétrole par jour au Nigeria, devra permettre à notre pays d'obtenir l'autosuffisance en matière de carburant et d'avoir des surplus destinés à l'exportation. C'est du moins ce qu'a déclaré Muhammadu Buhari devant un impressionnant parterre de dignitaires, gouverneurs, rois, hauts gradés, diplomates et représentants de secteurs pétroliers venus de toute l'Afrique. Plusieurs chefs d'État de la sous-région ont également fait le déplacement pour féliciter en personne le dirigeant et le milliardaire Aliko Dangote à l'origine de ce projet titanesque. Il s'agit des présidents Mohamed Bazoum du Niger, Macky Sall du Sénégal, Nana Akufo-Addo du Ghana et Faure Gnassingbé du Togo. En effet, il s'agit bien de l'un des plus gros investissements du Nigeria. Plus qu'une infrastructure industrielle, la méga raffinerie ambitionne de répondre entièrement aux besoins en carburant du pays le plus peuplé d'Afrique et même d'en exporter sur le continent. Cette méga structure dispose de 177 réservoirs capables de stocker 4 742 millions de litres de carburant et elle produit également environ 432 MW d'électricité pour son propre usage. Plus de 900 ingénieurs ont été formés à travers le monde pour travailler dans cette méga raffinerie conforme aux normes de la Banque mondiale, de l'UPA et de l'Union européenne en matière de fluides. Cet ambitieux projet promeut également de stimuler la croissance en perte de vitesse économique dans ce pays le plus peuplé de l'Afrique avec environ 215 millions d'habitants. Dans ce projet, l'État du Nigeria est impliqué pour y apporter sa contribution. La preuve, l'usine est détenue à 20% par la Nigeria National Petroleum Company, la compagnie pétrolière d'État qui s'est en tout cas engagée à fournir 300 000 barils de brut. Lancé en 2013, le projet industriel de plus de 18,5 milliards de dollars, le double du coût initial, est la plus grande raffinerie à train unique du monde. Selon le groupe Dangote, à plein régime, la raffinerie de Lekki devrait non seulement produire de l'essence, mais aussi et surtout du gasoil, du kérosène et du fioul pour l'aviation en quantité suffisante pour couvrir la consommation totale en produits raffinés du Nigeria, qui avoisine les 450 000 barils par jour selon les spécialistes. À terme, Aliko Dangote souhaite donc exporter le surplus de manière compétitive sur d'autres marchés, spécialement au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et plus largement sur tout le continent.
Une fois que notre usine sera entièrement mise en service, nous prévoyons qu'au moins 40% de la capacité sera disponible pour l'exportation, ce qui favorisera l'entrée d'importantes devises dans le pays. Qu'est-ce que ça fait plaisir de voir comme ça des hommes d'affaires africains, nigérians de par ses origines, qui ont décidé de faire des choses bien sur ce continent. Nous allons quitter un tant soit peu le Nigeria pour parler enfin de la Côte d'Ivoire. Cette Côte d'Ivoire dont vous admirez les prouesses. Regardez encore une fois ce pont qu'on ne cessera de vous présenter, qui est le 4e pont d'Abidjan, qui relie effectivement Cocody et le plateau, c'est-à-dire le triangle d'or, le petit Manhattan, comme aimait si bien à le dire le président Félix Houphouët-Boigny. Le premier Ivoirien, président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, le président Alassane Ouattara s'est rendu lui aussi au Nigeria pour l'investiture du nouveau président élu de la République du Nigeria. Reportage Muriel Kouakou. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, est arrivé à Abuja dans la matinée de ce lundi 29 mai 2023 pour prendre part à la double cérémonie de prestation de serment et d'investiture du président élu de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Bola Ahmed Tinubu. Cette cérémonie, qui s'est tenue à la place Eagle Square, CBD, d'Abuja, a vu la participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains. Elle a été marquée par la parade solennelle du président élu, sa prestation de serment ainsi que celle de son vice-président, son Excellence M. Kashim Shettima, ainsi qu'un défilé militaire. À l'occasion de sa première intervention en qualité de président de la République fédérale du Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu s'est engagé à unir le pays fracturé par l'élection présidentielle du 25 février dernier et à tout mettre en œuvre pour mériter la confiance que le peuple nigérian lui a accordée. Il a également pris l'engagement de faire preuve d'impartialité dans sa gouvernance, conformément à la Constitution et à l'état de droit, de faire de la sécurisation du territoire une priorité en luttant contre la criminalité qui perturbe la stabilité du pays, de relever le niveau de l'économie, de créer des emplois, notamment pour les jeunes, et de lutter contre la corruption. Pour terminer, le président nigérian a affirmé sa volonté de collaborer avec l'Union africaine et la CEDEAO pour trouver des solutions aux différentes crises et favoriser la stabilité dans la sous-région ouest africaine. Au terme de la cérémonie, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan en milieu d'après-midi. Et oui, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir nos leaders, nos chefs d'État se soutenir les uns les autres et montrer aux yeux du monde que l'Afrique est une et indivisible. Nous allons tout de suite parler de politique, et de politique en Côte d'Ivoire, où un jeune brille par sa vision de faire de la politique autrement. On se retrouve juste après la réclame. Ce jeune quinquagénaire à peine, lui, au lieu de choisir de rentrer dans la course aux élections présidentielles, puisque son pays, la Côte d'Ivoire, en cette année 2023, organise les régionales et les municipales, il a plutôt décidé de construire sagement son parti politique et surtout d'aller rencontrer tous ses frères dans toute l'étendue du territoire national de Côte d'Ivoire pour leur demander pardon et leur dire de prôner tous la paix et non la division. Le charismatique homme politique ivoirien, M. Charles Blé Goudé, n'est pas de tout repos pour prôner la paix entre ses frères et sœurs ivoiriens. Il s'est rendu cette semaine dans plusieurs localités des zones retranchées du territoire national de Côte d'Ivoire. Et partout, il a reçu un accueil fraternel, toute région confondue. Le président du COGEP a décidé de faire de la politique autrement. Quand on se souvient encore de sa dernière parution intitulée « De l'enfer, je reviendrai ». Ce journal que j'ai eu plaisir à lire, on comprend mieux ce politique ivoirien qui, par les actes de paix, de réconciliation nationale qu'il affiche et qui rencontre l'adhésion de la population ivoirienne en cette année 2023. Année électorale en Côte d'Ivoire. Voilà ce que M. Charles Blé Goudé, lui, a décidé de faire en sa qualité de président du COGEP. Et il a dit à cette étape de Bondoukou. On l'écoute. Je suis venu à Bondoukou, dans la région du Gondou. C'est ici que j'ai fait toute mon enfance. Et je tenais à voir l'origine même de là où j'ai eu mon éducation. C'est la première case, la toute première case des habitants de Bondoukou. Donc je suis fier
que le chef de terre ait accepté de me faire voir cette case. Et je vous invite à la visiter. L'Afrique, c'est notre réalité, c'est notre coutume. Et voilà le chef, je voulais vraiment lui dire merci de m'avoir autorisé à visiter cette case. On est à Bondoukou, on n'est pas ailleurs. Ensuite, il a mis le cap sur plusieurs villages et localités du département de Bondoukou. Et là, il a reçu un accueil des plus dignes à Oulikei. Un chef de village qui le reçoit. À Kangele, d'autres chefs de village qui le reçoivent et lui donnent des bénédictions dignes des parents à un fils qui demande pardon et qui prône la réconciliation nationale. Il s'est aussi rendu à Sorobango et dans cette ville, Blé Goudé n'a rencontré que de la fraternité auprès de ses frères et sœurs. Qu'est-ce que c'est beau de voir des frères et sœurs, mamans, enfants, en joie de retrouver leur frère Charles Blé Goudé après une longue décennie hors de son territoire natal. C'est aussi ça, faire de la politique. Ce n'est pas qu'aller aux élections. Et il ne s'est pas braqué sur les élections. D'ailleurs, il incite et encourage tous les partis qui iront aux élections. Il a d'ailleurs décidé de mettre sur pied une caravane comme pour prôner l'esprit zéro mort pendant les élections à venir en Côte d'Ivoire. On l'écoute. Je sais que dans quelques mois, dans 2 mois, ce sont les élections. Mais ces élections-là, ce qui est important, je souhaite qu'il y ait 0 mort, qu'il y ait 0 blessé lors de ces élections. Je veux qu'il y ait 0 mort, 0 blessé. Et bientôt, je vais lancer l'opération et la caravane. 0 mort, 0 blessé. Élection, ce n'est pas la guerre. C'est pour ça que je suis venu. Pour que vous vous apprêtiez à recevoir soit moi-même, soit mes émissaires. Ça fait énormément plaisir de voir un homme politique qui donne l'exemple à la jeunesse africaine, principalement à la jeunesse ivoirienne. Après Blé Goudé, président du COGEP, qui montre encore une fois comment est-ce que son parti, le COGEP, a décidé de faire de la politique autrement, c'est l'heure de vous parler d'un pays, la RCA, la République centrafricaine. Un pays qui a marqué aussi l'Afrique centrale, peut-être avec des troubles ou avec des situations politiques à rebondissement. La République centrafricaine, la RCA, considérée comme l'une des figures emblématiques de son pays, la République centrafricaine, son Excellence Jean Bédel Bokassa fut le 2e président de la RCA, malheureusement décédé le 3 novembre 1996. Voilà ce que dit le 2e président de la République centrafricaine, son Excellence Jean Bédel Bokassa, parti de ce monde. Voilà ce qu'il dit des Vietnamiens et des Chinois, d'autant plus qu'il a participé à la guerre d'Indochine. On était là en 1969. Jean Bédel Bokassa, dont l'histoire retiendra. Vous avez fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, vous avez été en Indochine, vous avez participé à pas mal de campagnes militaires. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans toute cette carrière? Eh bien, durant mes 23 années passées dans l'armée française, ce qui m'a le plus frappé, c'est la guerre d'Indochine, qui n'est pas du tout comme toutes les guerres dont on peut en avoir à parler. On peut dire que c'est là que vous avez connu les Chinois. Ah ben c'est là que je connais parfaitement les Chinois. Parce qu'ils sont très forts, comme on dit. Ah, comme tous les traîtres. En général, les traîtres sont toujours forts. Vous les considérez comme des traîtres? Ça serait trop dire. Je les considère comme des êtres humains, mais qui sont très intelligents, très malins, et avec qui on ne peut jamais offrir sa confiance, placer sa confiance. Mais pour quelle raison, à votre avis, les Chinois veulent s'installer en Afrique? Parce qu'ils sont trop nombreux. Ils sont 780 millions cette année, et l'année prochaine, ils seront, en 1970, ils seront 1 milliard. Donc il leur faut de terre pour s'installer. Vous pensez que les Chinois sont un réel danger pour l'Afrique? À mon avis, un véritable danger, plus que jamais. Plus dangereux que la bombe atomique. Parce que très souvent, les Chinois ont des arguments un peu raciaux. Ils disent aux Africains, nous sommes, vous et nous, Chinois, des gens de couleur. Est-ce que ça n'est pas un argument qui a une portée? Vous voulez que je vous dise une chose?
en Indochine, un Vietnamien n'a pas le droit d'épouser une Chinoise. Donc déjà, entre eux, ils interdisent que le Vietnamien épouse une Chinoise. Comment l'amitié ne peut se nouer que par là? Comment voulez-vous qu'il y ait une amitié créée entre un Chinois et un Africain, alors que le Chinois, du moins les Vietnamiens, disent que l'Africain c'est le Taïden, c'est comme le chien. Ils traitent les Africains de chiens. L'histoire retiendra. Après cet extrait sur le deuxième président de la République centrafricaine, la RCA, c'est l'heure de notre grand format. Notre partenaire, les magasins Orca. Pour le grand format, rien de plus normal. Toute la rédaction a décidé de présenter la deuxième et dernière partie de cette interview qu'il nous a accordée en 2015 sur les bords de la Seine à Paris, à 2 pas des Champs-Élysées, alors qu'on était en plein couvre-feu à Paris. Il venait d'avoir un attentat au Bataclan, qui est cette célèbre salle du 11e arrondissement de Paris. Monsieur Anicet Georges Dolunguele nous a accordé une interview. Une interview où il parle de justice, de jeunesse. Vous verrez comme un homme politique a une vision aussi pour son pays qui peut servir à d'autres pays, à d'autres politiques. Même s'il a été le malheureux candidat en 2015, lors de cette interview qu'il nous accordait déjà, on peut dire il y a 8 ans de cela. Mais écoutons ces messages forts qui sont toujours d'un enseignement particulier. Monsieur Anicet Georges Dolunguele est l'invité de notre grand format pour la deuxième et la dernière partie de son interview. Monsieur le Président, le mot « rénovation » accompagne le nom de votre parti, l'URCA, donc l'Union pour le renouveau centrafricain. Même vos militants s'appellent les rénovateurs. Qu'entendez-vous par là? Je pense sincèrement que tous les fondements de mon pays ont été détruits. En dehors de l'hymne national, de la devise, peut-être de la frontière, nous avons détruit notre culture. Nous avons détruit toute l'éducation traditionnelle que nous héritions de nos parents. Nous avons détruit toute la morale que nous enseignent les différentes religions. Nous ne respectons plus rien. Le respect des plus anciens, nous avons détruit ça. Nous avons détruit la notion d'État, le respect du bien public, le respect de la hiérarchie. Tout a été détruit. Et si on ne reconstruit pas tout cela, nous reconstruirons sur du sable et ça s'écroulera de nouveau. Donc le but du renouveau centrafricain, ce n'est pas de dire centrafricain, dans 5 ans, vous verrez des immeubles comme à Dubaï, vous verrez, non. C'est de leur dire, d'ici la fin de notre premier mandat, nous redeviendrons un pays normal, avec les bases d'un pays, des bases solides qui permettront dans la durée d'avoir un pays qui évitera désormais ce type de crise. À vous entendre, Monsieur le Président, tout ou presque est à refaire en Centrafrique. Vous ne parlez pas seulement de reconstruction, comme c'est souvent le cas dans les pays post-crise. Vous dites qu'en Centrafrique, l'État n'existe que de nom. Ce qui veut dire que vous allez aussi ouvrir un vaste chantier institutionnel. En avez-vous le temps? Je suis obligé d'en avoir le temps. Je pense qu'il ne faut pas se presser. Il ne faut pas vouloir saupoudrer des choses, faire du bling-bling qui se voit et qui donne l'impression qu'on a réussi une politique. Il faut construire pour l'avenir. L'URCA s'inscrit dans l'avenir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un président élu doit être suffisamment excellent pour être réélu. Ça veut dire que son parti doit être suffisamment excellent pour préparer la relève au bout du deuxième mandat. De manière à ce que vous ayez le temps de construire d'abord des fondations, d'élever les murs, et peut-être que vous laisserez la toiture et l'ameublement à d'autres pouvoirs. Il faut vraiment prendre le temps de reconstruire un pays. Et Dieu merci, nous avons toutes les potentialités qu'il faut pour aller vite, en termes de ressources naturelles, en termes de climat, en termes de richesses humaines. Donc il faut utiliser tout ça
pour construire les bases solides d'un pays moderne. Et Monsieur le Président, en marge d'avoir le temps, c'est vrai que vous expliquez que vous aurez le temps, mais en avez-vous les moyens? Et surtout les moyens humains? Alors les moyens humains, c'est vrai que c'est compliqué, parce que comme je vous ai dit, pendant près de 3 décennies, l'éducation, la formation n'a fait que décliner. Mais il y a beaucoup de Centrafricains qui sont sortis, qui ont été bien formés en dehors du pays. Il faut faire appel à ceux-là. Il y a certains Centrafricains qui sont à l'intérieur du pays, qui ont eu une très bonne formation, qui peut-être pour la plupart sont en train de prendre leur retraite. Il faut faire appel à ceux-là. Et puis il y a les Africains. Un peu partout en Afrique, il y a des gens bien formés qui peuvent venir aider les Centrafricains à rattraper ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et sur place, au bout de quelques années, nos compatriotes pourraient être formés par leurs frères d'Afrique. Donc c'est ce mix de tout qui permettra de booster la formation des jeunes, de booster leur productivité. Monsieur le Président, vous parlez beaucoup de la jeunesse dans vos différents discours. Il suffit de vous entendre, il suffit de vous lire, il suffit de regarder vos différentes interventions. Vous parlez beaucoup de la jeunesse. La jeunesse en Centrafrique, c'est important pour vous. Racontez-nous un peu ça. Écoutez, j'ai créé un parti politique que j'ai offert à la jeunesse. Donc, au sein de l'URCA, quand vous prenez le bureau politique, quand vous prenez toutes les instances du parti, c'est essentiellement des jeunes. Qu'est-ce que je leur dis? Nous faisons de la politique pour vous, parce que vous représentez 70% de la population. Nous ne le faisons pas pour nous. Et si nous nous réunissons entre personnes de la même génération pour faire de la politique pour vous, nous ne comprendrons pas forcément ce que vous voulez. Je souhaite que la relève se fasse maintenant, qu'on se mette ensemble, que vous profitiez de notre expérience et que nous profitions de votre jeunesse, de votre force, de vos propositions pour qu'on puisse faire quelque chose de viable et que les jeunes sentent que c'est leur outil et qu'ils apprennent à se rendre utiles pour leur pays au sein de l'URCA. Monsieur le Président de l'URCA, Monsieur Anissé-Georges Delonguélé, c'est vrai qu'on s'approche, on s'achemine vers la fin de cette émission. Nous allons encore revenir parce que certains m'auraient complètement reproché de n'avoir pas abordé cet aspect. C'est vrai que c'est toujours sur le plan sécuritaire. S'agissant de la sécurité, que comptez-vous faire pour le commun des mortels, pour ceux qui sont à l'extérieur de la Centrafrique, et même ceux qui y sont et qui n'ont que 2 grands noms qui leur reviennent toujours en tête, les Séléka et les Anti-Balaka. Alors, vous, que comptez-vous faire pour que les Séléka et Anti-Balaka mettent définitivement fin à leur sinistre compétition? D'abord, il faut savoir que les Anti-Balaka et les Séléka ne sont pas en compétition. Ils ne sont même pas en guerre. C'est récemment qu'on apprend que il y a des affrontements entre Séléka et Anti-Balaka. Mais pendant ces 2 ou 3 dernières années, parce qu'il y a 3 ans, les Anti-Balaka n'existaient pas vraiment, ils ont massacré les populations. Il n'y a pas eu beaucoup d'affrontements entre Séléka et Anti-Balaka, puisqu'ils ne se rencontraient pas. Donc les Séléka massacraient la population là où ils étaient, et les Anti-Balaka ont été un problème sérieux pour les populations là où ils se trouvaient. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il n'y a pas d'opposition idéologique particulière et donc il n'y a aucune raison pour que ces 2 groupes existent. Aujourd'hui, ils sont considérés par tout le monde comme des groupes de bandits. Il y a 2 choses à faire. Les leaders ont été identifiés. Il y a un traitement réservé aux leaders, il y a un traitement réservé aux jeunes qui portent des armes. Les jeunes qui portent des armes, dès lors que vous n'avez aucune idéologie politique à atteindre, aucune idéologie philosophique à atteindre, ça devient du banditisme. Et la seule chose à faire, c'est de leur offrir d'autres perspectives. C'est pour ça qu'il y a des programmes de démobilisation, de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. C'est pour ça que ces programmes sont assortis d'un vaste programme de travaux à haute intensité de main-d'œuvre.
Cela permet d'attirer ces jeunes, de leur offrir une perspective et de faire en sorte qu'ils abandonnent volontairement les armes. Sinon, ils sont prisonniers de l'autorité des chefs qui sont essentiellement des bandits parce qu'ils n'ont pas de visée ni politique ni idéologique. Maintenant, les chefs, ils ont toujours les moyens de laisser tomber et de dire « on a fait du mal, on revient dans la République ». S'ils ne le font pas, parce qu'il y a plusieurs accords, les accords de Libreville où ils se sont engagés, les accords de Bangui où ils se sont engagés. Ils n'ont pas respecté ces accords. Aujourd'hui, il y a toujours un dialogue qui continue. S'ils ne le respectent pas, il y a des instances qui existent pour les juger. Et il y a des forces armées en Centrafrique étrangères qui pourraient aller à l'affrontement. Jusqu'à présent, ces forces ne le font pas justement pour laisser une porte à une sortie honorable. Donc nous nous approchons des élections. Si ces personnalités qui dirigent des forces négatives n'obtempèrent pas, je pense qu'il n'y a pas de choix. Il faut faire ce qui doit être fait dans un pays qui doit fonctionner normalement. S'agissant de la justice, il y a certainement deux volets à distinguer. La fin de l'impunité par rapport aux tueries d'une part et l'environnement des affaires d'autre part. Par quoi allez-vous commencer? Et avec quels moyens? L'environnement des affaires, c'est essentiellement de la volonté politique. C'est prendre des bons textes et veiller à l'application des textes. Donc c'est des choses qui doivent être faites rapidement et avec fermeté. Maintenant, l'application des décisions judiciaires, cela veut dire quoi? Que quand quelqu'un a été condamné, il doit purger sa peine. Aujourd'hui, nous n'avons plus de prison. Et la seule prison qui existe à Bangui, vous avez vu que tous ceux qui rentrent dans cette prison s'évadent. Et donc tous les grands bandits qu'on a mis en prison se sont évadés, ils sont dans les quartiers. Nous devons veiller à ce que l'administration pénitentiaire se remette en place très vite et que la prison devienne un endroit bien gardé, bien sécurisé, qui permette que les juges soient confortés. Parce que finalement, un juge, à quoi ça lui sert de prononcer des peines qui ne peuvent pas être appliquées? Donc pour que la justice reparte, il faut que la chaîne pénitentiaire se mette en place jusqu'au bout. Et nous devons veiller à ça très vite. Ce n'est pas très compliqué, mais nous devons le faire. S'agissant d'économie, la Centrafrique donne l'impression d'être un mélange de Congo-Kinshasa et de la Guinée-Conakry. Le malheur du scandale géologique, en quelque sorte. Autrement dit, richesse du sous-sol va-t-il un jour rimer avec développement? Et à quelles conditions, Monsieur le Président? Alors, le président Patassé avait l'habitude de dire « le sous-sol nourrit le sol et le sol nourrit l'homme ». Nous allons commencer par le sol. C'est une référence? Le président Patassé m'a aidé à exister politiquement. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il y a des choses qu'il a dites qui sont effectivement des phrases de référence. Alors, prenez un pays comme la RCA, 623 000 km², pas un centimètre de Sahel. Donc tout pousse partout. Nous n'avons pas besoin de notre sous-sol pour vivre. Et rien qu'avec l'agriculture et avec les potentialités d'élevage que nous avons, pour 5 200 000 habitants, nous pouvons nous en sortir. C'est un pays grand comme la France et le Benelux réunis, il n'y a que 5 millions d'habitants. Nous pouvons avoir des grandes étendues de champs, de plantations. Nous pouvons être le grenier de l'Afrique. Cela coûtera moins cher et posera moins de problèmes que d'aller chercher des richesses minérales pour lesquelles nous ne sommes pas encore bien organisés. Par contre, le sous-sol est riche. Vous savez, la population centrafricaine est à 70%. Le sous-sol est riche, monsieur. Oui, j'en viens. La population centrafricaine est déjà à 70% agricole. Ils sont déjà des agriculteurs. Autant faire qu'ils vivent mieux.
Ne transformez pas des agriculteurs en miniers. Maintenant, pour revenir au sous-sol de la RCA, comme vous dites, c'est un scandale géologique. Il y a le pétrole, il y a le fer, il y a le cuivre, l'uranium, le diamant, l'or et d'autres qui n'ont pas encore été découverts. Jusqu'à présent, ne sont exploités de manière artisanale que l'or et le diamant. Et donc, il faut une véritable politique minière et industrielle pour que les mines soient exploitées de manière moderne et que cela permette de booster la construction des investissements socio-économiques dans le pays. Pour me résumer, pour rendre heureux le Centrafricain, il faut que lui-même produise ce qui va améliorer sa vie. Et que l'État veille à ce que les minerais soient exploités de manière moderne et rationnelle pour booster le développement du pays. C'est ce mix-là qu'il faut faire. Monsieur le Président de l'URCA, Anissé Georges Dologuélé, quel sera votre premier acte en tant que Président de la République? Mon premier acte en tant que Président de la République, c'est de remettre deux choses qui vont ensemble, la sécurité et la réconciliation. S'il n'y a pas les deux, aucune politique ne peut être possible dans ce pays. Sécurité et réconciliation. Vous ne pourrez pas faire de sécurité s'il n'y a pas de réconciliation. Et si vous ne pourrez pas faire, de réconciliation s'il n'y a pas de sécurité. Les deux vont ensemble et elles seront les priorités du gouvernement que je dirigerai. Nous avons réservé une surprise. C'est une surprise comme ça toute simple pour clore aussi comme ça en beauté avec une petite boutade. Nous avons gardé une photo d'un personnage politique que nous croyons être... c'est vrai que c'est vous que nous avons en face, mais nous croyons être un élément clé pour la République centrafricaine. Et je crois que vous devez le connaître. Anissé Georges Dologuélé, c'est bien moi. Au revoir. Tout en vous remerciant, vous téléspectateurs de notre chaîne de télévision, tout en remerciant tous les téléspectateurs du Canada et surtout ceux qui nous ont envoyé des messages d'Australie. Qu'est-ce que c'est loin? Vous êtes très très loin. Et qui nous ont tout simplement dit que ça leur fait chaud au cœur de regarder ce programme de là où ils sont. L'Australie, ça fait vraiment une sacrée tote. On tient à remercier aussi tous les téléspectateurs de la diaspora, tout en précisant que cette émission est relayée non simplement par CNN, la télévision autrement, et relayée aussi par C-Web Info. L'information, c'est la télévision qui donne l'information 24 heures sur 24 non-stop. Nous tenons à remercier NTV, la télévision des leaders, au 190 du bouquet Canal+, et au 777 du bouquet StarTime. Et c'est direct, la télévision des deux Congos au départ de Paris, qui est disponible non simplement sur la 334 du bouquet Canal+, sur Easy TV, sur Free, SFR. Vous avez l'occasion, de partout où vous êtes dans le monde, de regarder cette émission, et c'est tout en notre honneur. Nous tenons tout simplement à vous dire merci et à vous donner rendez-vous, non seulement dans les prochaines diffusions, mais aussi au prochain numéro. Au revoir. Rendez-vous du roi de la télé sur CNN avec son magazine d'information politique afro-mondiale Constieka All Week News en multidiffusion toutes les 3 heures sur CNN, la télévision autrement, disponible sur les bouquets Créolink O12, numéricable O12, sur les bouquets Télépack, l'IMEX et en streaming sur www.cnntv.ci en couverture mondiale.